Ok. Bonjour, merci d'être venu. Je m'appelle Tienne, je travaille pour Exelia. Actuellement, je suis en mission chez Mythique depuis 10 mois, donc merci d'être venu. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Procar. C'est un sujet un peu obscur, mais en même temps très sympa. Vous allez comprendre l'intérêt d'activer Procar dans votre application Android après ce talk. Si vous étiez comme moi, un peu perdu lorsque vous étiez en train de configurer Procar, ça c'était un peu moi l'année dernière, il y a 2 ans, c'est que je faisais toujours c'est copier-coller un snippet que je trouvais sur internet, sans trop réfléchir, mettre dans le fichier Procar. Après, je n'ai jamais cherché trop loin pour comprendre pourquoi et c'est quoi exactement la représentation d'un règle Procar. Donc aujourd'hui, on va essayer de rappeler un peu qu'est-ce que c'est Procar, on va essayer de comprendre mieux et pourquoi c'est aussi obscur et pourquoi c'est aussi compliqué. Et on va essayer de créer quelques règles ensemble. Et surtout avec Kotlin et Kotlin Data Class. On va finir parler un peu des R8, qui est le remplaçant de Procar qui est en train de travailler par Google. Qui parmi ici a déjà entendu parler D8 et R8? Ok. Donc ça va arriver dans le talk. On va commencer par rappeler un peu qu'est-ce que c'est Procar. Procar, c'était un outil open source qui est un peu titané pour Java en général. Donc créé par Eric Lafortune en 2002. C'était un outil qui permet de spécifier, optimiser et aussi obfusquer les codes. Donc si on prend la chaîne de Procar, on peut voir qu'à l'entrée, on va fournir un jar et il va passer par des étapes de shrinking, des étapes de optimization et des étapes de obfuscation. Et en sortant, on va obtenir un jar traité. Qu'est-ce que c'est shrinking? On peut aussi penser que c'est un tree shaking. Ça veut dire qu'on va essayer d'enlever les codes morts, les codes qui ne sont pas vraiment live dans notre application. Et dans l'étape optimization, c'est une étape assez obscure pour plein de monde. Et aussi, nous, on a la tendance d'activer l'optimisation des codes assez tôt et très tôt dans l'application. Et selon le type de filtre d'optimisation que Procar propose, en fait, il peut se passer plein de choses. Et je vais vous en parler un tout petit peu dans les prochaines slides. La troisième étape, c'est l'obfuscation. Donc je pense que vous avez tous déjà vu, vous avez déjà peut-être compilé une application. Qui a déjà décompilé un APK? Bravo, donc vous êtes de bonne audience. Vous avez déjà vu sûrement des classes, des méthodes, des champs sont renommés en plus court, en APC, en mots obscurs. Donc, commence le chaîne de Procar et on parallélise avec notre build Android. Donc, si on prend n'importe quel code source Java ou Kotlin à l'entrée, ils vont être compilés en bytecode Java. Et avec d'autres librairies, soit jar, soit AAR, ils vont être traités par Procar. Dans le futur, ça sera R8. Et on va obtenir des bytecode Java optimisés, plus petits et plus performants. Finalement, ça va passer par des dexters. Donc il y a D8 qui est déjà disponible dans l'Android Studio 3.1. R8 est actuellement disponible dans Android Studio 3.2 à partir de Alpha 6. Donc si vous voulez tester, c'est très simple, c'est une ligne pour activer. Je vais le parler à la fin du slide. Donc, vous avez tous très familiers avec ce processus. Donc, Procar intervient dans cette étape. Donc, on va fournir un ensemble de règles Procar. Et grâce à l'ensemble de règles Procar, on va optimiser justement tous ces bytecodes optimisés. En sortant, on va récupérer quelques fichiers texte, donc y compris dump.txt, map.txt. Le plus important, c'est map.txt. Je pense que vous avez déjà vu avec certains outils de l'analytics, par exemple Crashlytics. Avant, il uploadait le mapping.txt automatiquement pour que le stack trace soit déobfusqué. Maintenant, Google Play supporte ça aussi. Donc maintenant, on a vu à peu près comment ça marche, qu'est-ce que c'est Procar, le concept de base. Et vous allez sûrement poser la question, mais pourquoi j'ai besoin de Procar dans une application Android, c'est quoi l'intérêt? Il y a encore un peu plein de gens qui n'ont pas vraiment compris l'intérêt parce qu'ils ont dit c'est un outil compliqué, c'est obscur, ça casse tout le temps mon build, pourquoi je le veux? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un APK beaucoup plus performant et beaucoup plus petit. Et je pense le poids de l'application, ça compte énormément, ça permet d'avoir une meilleure rétention.
Du coup, c'est quelque chose d'essentiel pour une application Android. Et aussi, Procar est le prérequis de faire des resource shrinking dans une application Android. Comme je travaille chez Mythic, je vais prendre l'appli Mythic comme exemple. Donc ça, c'était la version de debug, donc ça fait à peu près 30 mégas. Sachant qu'on utilisait déjà WebP, presque, on n'a pas de PNG, mais ça restait quand même très grand. Et en termes de nombre de méthodes DEX, c'est assez nombreux, donc multi-DEX est déjà activé depuis très longtemps. Après Procar, nous on a activé le code shrinking et le resource shrinking en même temps. Donc on peut voir qu'on a gagné à peu près 30% en taille et aussi 37% en nombre de textes. Donc c'est très évident que pour pouvoir distribuer une application plus optimisée, plus petite, Procar est nécessaire. Aussi, ça va rendre le reverse engineering plus compliqué. Tout simplement, si je prends le JADEX, donc c'est un outil de décompilateur DEX, on va voir qu'une classe qui a keep, c'est très facile à lire, tous les champs sont en clair, en visible. Si c'est en classe obfusquée, tous les noms, tous les variables sont obfusqués. C'est pas 100% sécurisé, ça permet pas de juste dégager tous les soucis de sécurité, mais ça permet de rendre le reverse engineering beaucoup plus compliqué. Maintenant, on a un peu revu qu'est-ce que c'est Procar, où ça intervient dans le processus de but d'Android. Et aussi, vous avez vu l'intérêt de faire le Procar. On va essayer de rappeler un peu les fondamentaux de Procar. Donc, c'est l'entry point. Qui ici a déjà configuré des règles keep sans faire des copier-coller? Ok, bravo à vous, parce que c'est pas facile. Au début, ça a pris un moment de temps, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un entry point et qu'est-ce que c'est la relation avec le tiret keep. Entry point, c'est le point d'entrée pour Procar, pour savoir quel est le code que je dois garder, quel est le code que je dois dégager. Si on prend une application, souvent le point d'entrée c'est main activity. Donc une fois il a rentré par le main activity, il va pouvoir trouver toutes les classes utilisées par l'application. Et les codes qui ne sont pas utilisés sont considérés comme des codes morts. Ils vont désormais être dégagés par Procar, justement. Mais comment on peut définir un point d'entrée via Procar? C'est simple, via en règle keep. Donc, ça c'est en règle Procar qu'on voit très souvent. C'est composé par une option keep et aussi le class specification. Qu'est-ce que c'est class specification? On peut considérer comme un template pour juste décrire le caractéristique de votre classe ou de classe avec le members et tout. Donc, en fait, c'est ça qui permet que Procar puisse retrouver les points à garder pour ne pas le supprimer. Il y en a tellement de keep. La keep class members, keep class with members. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde s'est un peu en mode mais qu'est-ce que c'est d'où ces keep? Mais finalement, c'est assez simple. Même il y a beaucoup de keep avec beaucoup de modifiers. Ils ont catégorisé en deux types. Donc, tu as soit keep sans le name, donc en fait, toutes ces classes sont sauvées et ils ne vont pas être dégagées ou renommées. Si vous utilisez keep avec le names à la fin, ça veut dire que toutes ces classes ne vont pas être renommées, mais ils risquent d'être shrinkées. Ils risquent d'être enlevés par Procar lorsqu'ils passaient l'étape. Et aussi, class member, ça veut dire que les classes qui ont des members. Class with members, c'est classe avec les members quand il y a des members. Bref. Donc, si vous ne voulez pas trop prendre la tête et vous ne voulez pas vraiment pousser votre règle keep, utilisez juste keep. Ça vous suffira. Il y a un truc en plus pour faire le keep. Ça s'appelle annotation keep. Donc, comment ça marche? En fait, c'est une annotation dans le librairie de support de Android. Il fonctionne en fait tout simplement parce que grâce à toutes ces règles keep qu'ils ont mis dans le template de Procar Android. Donc ça, c'est juste rapidement mentionné. Maintenant, vous avez vu les fondamentaux de Procar, donc le point d'entrée. Je pense que je n'ai perdu personne. C'est bon, vous êtes toujours avec moi. On va essayer de comprendre le Procar par défaut d'Android. Comment ça marche quand tu initialises un projet dans Android Studio, qu'est-ce que ça fait? Il y a des inputs. Donc comment ça se passe? En fait, Procar a été distribué avec le SDK Android au début. Donc en fait, vous pouvez le trouver dans le dossier de SDK. Mais depuis Grado Plugin 2.2, en fait, c'est distribué en même temps avec le plugin.
Et tu as deux fichiers de template par défaut, donc il y a Procar Android et Procar Android optimisé. C'est quoi la différence? On va essayer de voir. Ces deux fichiers template, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert ce fichier, pour les gens qui ont déjà vu ce fichier. Yes, c'est génial. Ensemble diff. Ensemble diff peut vous montrer que en fait, le optimization est désactivé par défaut. Dans le Procar Android, on a un option don't optimize. Donc en fait, cette ligne va désactiver toutes les actions d'optimisation. Dans le Procar Android Optimize, on a les filtres des optimizations spécifiés. On a le nombre de passes qu'on doit faire en termes d'optimisation. On a aussi en troisième règle pour dire qu'on peut modifier l'accès, l'information d'accès dans classe, etc. Ça, c'est quelque chose que vous voyez tout le temps. Lorsque vous créez une application Android, tout de suite, dans le release, on voit qu'il y a un Procar Files qui est démis. Donc en fait, c'est justement cette partie qui permet de récupérer le fichier template que je viens de parler. Donc c'est grâce à ça, l'application Android disposait déjà de la capacité d'utiliser Procar à la base. Mais sauf que ça fait rien. Si vous n'ajoutez pas cette ligne Minified Enable True, en fait, Procar ne va pas être pris en compte. Une fois Minified Enable True, si vous voulez pousser plus loin votre optimization, enfin le shrinking de l'application, vous pouvez activer le Shrink Resources. Donc Shrink Resources, c'est quelque chose qui marche seulement avec le code shrinking, ça veut dire qu'il faut toujours avoir Minified Enable True pour que le Shrink Resources marche. Ça fonctionne toujours en mode safe. En plus, il y a un mode strict que vous pouvez regarder dans la documentation. La façon qu'il fait, c'est qu'il va regarder, après le code shrinking, il va regarder toutes les ressources qui ne sont pas référencées dans le code, enfin, ils vont l'enlever. C'est comme ça le resource shrinking marche. Quand vous avez le code shrinking, resource shrinking, à ce moment-là, vous voulez pousser encore plus loin votre optimization, vous pouvez prendre le modèle qui est le modèle optimisé. Template optimisé. Donc en fait, ça va activer toutes les options optimisées qui est mis par défaut dans le template. Vous allez voir, une fois que vous avez utilisé cette option, le temps de build va augmenter énormément, voire 3-4 fois plus qu'en build release normal sans optimisation. J'ai quelques benchmarks à la fin. Et une fois le Procar est passé, donc on va générer plusieurs types de fichiers en output. Donc un des fichiers les plus importants, c'est le fichier mapping. Ce fichier mapping est utilisé énormément pour déobfusquer le stack trace que vous avez récupéré, soit dans Crashlytics, soit dans Google Play. Donc Google Play a un API, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, aussi votre application est obfusquée par défaut, donc il faut que vous uploadez le mapping.txt pour que ça soit déobfusqué. Donc ça c'est très important pour avoir des stack traces clairs. Maintenant vous avez vu à peu près comment ça marche le Procar par défaut. On va essayer d'écrire quelques Procars ensemble. Mais essentiellement, pour écrire un Procar, en règle Procar, c'est de savoir quelle est la classe à garder. Souvent, les classes à garder, ce sont des classes qui sont utilisées en runtime dynamiquement, quel que soit par réflexion, par type inspection, ou sinon c'est des classes qui sont utilisées par la serialisation et déserialisation. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple comme ça. Ça c'était dans un de mes projets perso. Donc en fait j'ai un fichier, j'ai un classe modèle qui est écrit en Kotlin data class. La première version était super simple. Donc en fait j'ai parlé avec un backend pour déserialiser mon modèle. Ça a très bien marché sans souci avec le Procar, les règles de Procar que j'ai récupérées depuis internet. Tout court. J'avais juste mis keep tous mes classes modèles. Ça me paraît assez simple à faire. Il y a 2 mois, il y a 2 semaines ou 2 mois, je ne me rappelle plus, j'ai essayé de construire une version plus compliquée. Ça veut dire que j'ai un peu renommé les noms de champs. Du coup, à ce moment-là, j'ai choisi d'utiliser le annotation JSON avec des metadata de Kotlin. À ce moment-là, je relançais mon application en release, il n'y a plus rien qui marche. Et j'ai essayé de comprendre. Ça, c'est un cas typique que Procar a cassé votre build. Donc ce que j'avais fait, c'est que je prends l'outil des compilateurs, je vais regarder c'est quoi la classe générée. À ce moment-là, on voit qu'il y a un @ga, mais ça ne veut rien dire, ça doit être une annotation qui a été enlevée par Procar.
Donc à ce moment-là, on va regarder dans Android Studio qu'est-ce que se passe. Dans Android Studio, vous voyez, ça c'est mon application, mon classe. Donc je ne sais pas si vous en servez ça, c'est Kotlin bytecode. Vous allez faire décompiler. Et vous allez voir que la partie enlevée était les metadata de Kotlin. Ici, je reviens sur le classe décompilé. On comprend qu'il y a une partie de metadata qui est enlevée. Donc en fait, lorsque Moshi a essayé de déserialiser l'objet, il ne sait plus quel est le champ à mapper. Donc en fait, la solution pour résoudre ce problème, c'est de garder toutes les annotations qui disaient metadata. Donc ça, c'était une solution que je trouvais dans le repo de Moshi. Il y avait Jake qui est dedans. C'est un peu de God de Android. Il a dit tout simplement il faut garder les metadata. Voilà, problème résolu. Et du coup, je recompile mon application. À ce moment-là, tu vois bien que les metadata sont gardés. Vous allez sûrement poser des questions. Qu'est-ce que c'est BV? Qu'est-ce que c'est D1? En fait, ce sont des mots courts pour dire que kind metadata version. Du coup, je vous recommandais un talk par Eugene, je crois. Il parlait d'un peu de Kotlin metadata. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui permet de faire des choses très dynamiques et très efficaces. Ça, c'est un exemple que j'ai eu personnellement, parce que j'ai activé Procar pour mon data class qui est un peu plus compliqué. Vous allez sûrement rencontrer beaucoup de problèmes aussi avec des librairies de troisième partie. Si je prends Retrofit comme exemple, vous avez mis en place Retrofit, vous avez commencé à travailler. Un jour, vous devez compiler une version release. À ce moment-là, ça pète, ça marche plus. Et dans le log, Retrofit râle qu'il ne trouve pas le nullable, mais on ne comprend pas pourquoi. Et si on regarde un peu plus près, c'est le JavaX Annotation Nullable, donc qui vient de GSR 305. Je pense que vous connaissez à peu près tous cette annotation, c'est bon. Et du coup, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi il râle. On va aller dans le repo de Retrofit, on va trouver le fichier POM. On voit que dans la déclaration de dépendance, le GSR 305 était déclaré comme provided. Quand c'est déclaré comme provided, en fait, ces classes, ça ne va pas rentrer dans le package final. C'est pour ça, en fait, on ne va pas pouvoir le trouver, mais c'était utilisé par Retrofit seulement pendant la compilation. Et dans ce cas-là, tout simplement, on va juste faire un bon tour. Et ça ne va pas affecter le librairie, et le librairie va continuer à marcher comme avant. Donc en fait, l'importance de chaque fois d'écrire en règle Procar, c'est de comprendre pourquoi il y a des warnings, pourquoi il y a des exceptions, et essayer de trouver la bonne solution à la place de dire juste keep ou don't want. Et finalement, vous allez dire qu'elle a passé 15 minutes à parler de Procar, mais c'est où la R8 R8 c'est là. J'ai passé un peu de temps pour comprendre qu'est-ce que c'est le R8, pourquoi le nom R8. Au début, dans un podcast, il disait parce que c'est Lars Pak qui a fait le V8, qui aime bien les codes de name très courts. C'est pour ça, en fait, c'est lui qui a commencé à travailler sur R8 et puis D8. Et en fait, après, il y a Jake Roden qui a tweeté qu'en fait, non, c'est pas ça. Il y a d'autres raisons que ça soit D8 et R8. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à R8 R8 et D8, ils partageaient le même code base, ils ont open source. C'est en remplaçant pour justement le Procar. Et Google travaille sur ça parce que Procar était plus pour Java général. Donc R8 a énormément d'avantages par rapport à Procar en termes d'optimisation. Et il est dispo pour tester à partir d'Android Studio 3.2 Alpha 6. Dans le podcast, ils ont dit que ça pue plus vite et ça réduit les text files. Du coup, je me suis dit, ok, c'est dispo pour tester, moi je vais regarder. J'ai activé ça dans mon Gradle Property dans le projet perso. Et après, Jake a dit 15%. Je me suis dit, c'est cool, on va vraiment tester. Du coup, j'ai testé avec mon projet perso, avec Optimization d'abord off. Donc, on voit que ça gagne un peu en termes de compteur Dex, mais pas énormément. Du coup, je me suis dit, allez, je vais activer Optimization, on va voir le résultat. Et finalement, j'ai eu un résultat assez ouf. C'est que j'ai gagné énormément en termes de build. C'est presque 3 fois plus vite quand le Optimization est activé avec R8. Donc ça me paraît très intéressant comme remplaçant pour Procar. Et ça permet de vraiment sortir de situations que tu attends 20 minutes pour votre truc. À place de 20 minutes, ça sera à peu près 6-7 minutes.
Et du coup, j'ai pris une autre application comme exemple, c'est le Plaid qui est développé par Nick Patcher. Du coup, cette fois, j'ai testé directement avec l'optimization. Donc, on peut voir ici que tout ça, c'est des clean builds. Ça veut dire que je fais en clean avant de refaire en assemble release. On voit qu'on gagne à peu près en 15% en termes de dex. On gagne presque 3 fois la vitesse de build. Tout ça pour vous dire que R8 est en plein développement. Il y a encore plein de bugs et en itération. Ça va arriver sur le point que c'est assez mature pour sortir. Et je vous encourage d'aller tester avec votre application. Quelques takeaways. Comment vous faites s'il y a un souci, c'est que toujours lire les codes sources et toujours lire les exceptions. Et les compilateurs Dex et votre ami. Si vous cherchez un alternatif, il y a Dexcar. Il y a beaucoup de sujets dans le programme que je ne vais pas vraiment apporter. Je vous laisse vraiment regarder. Je vais vous envoyer un slide qui contient un peu plus de contenu que la version orale. Du coup, restez calme. On va activer programme pour notre application. Merci. Des questions ? Attention. La date de release prévue pour... Merci pour la présentation. La date de release prévue pour R8D8 Date de release, je ne sais pas, mais il est déjà dispo dans le Android Studio 3.2. Ouais. Et du coup, release, je ne sais pas. D'accord. Et par rapport aux tests qui ont été faits, hormis les benches, on a vu des régressions je sais qu'il y a certains modifiers qui ne sont pas encore supportés. Par exemple, les derniers modifiés dans le programme 6.0. Du coup, ils sont en train de travailler. Je viens de faire un bug sur l'issue tracker. Mais du coup, en fait, il n'y a que des Google qui font les bugs. Je pense qu'il faut qu'on teste tous pour que ça avance plus vite. Et un jour, on va dégager le programme. Mais ça sera toujours la même règle keep, donc vous allez toujours devoir travailler avec le... Ok, merci. Merci. Merci pour la présentation. Est-ce que vous utilisez aussi ProGuard sur la version debug ? En fait, tu peux activer ProGuard pour la version debug. Il y a deux soucis, c'est que debug souvent c'est en instant run. ProGuard ne marche pas avec instant run. En gros, on doit désactiver ProGuard dès que c'est instant run. Du coup, je pense que R8 va supporter, mais c'est pas dit clairement dans le doc. Ils ont dit juste, tu peux utiliser en use ProGuard égale force dans votre Gradle fichier pour dire que ne utilise pas ProGuard. Mais après, oui, tu peux toujours activer le programme pour debug, même pour les tests. Oui, moi la question en fait c'était plutôt pour savoir si tu travailles toujours à Mythic ou non, c'était quoi le truc ? Je travaille toujours chez Mythic en ce moment. C'était pour savoir si vous le faisiez aussi sur debug parce qu'on vient de commencer une nouvelle appli là, et en fait on veut essayer de repérer les problèmes. Je ne sais plus parler français. Vraiment rapidement, voilà. Ouais. Et en fait, un problème qu'on avait avec d'autres applis, c'est qu'on se rendait compte des problèmes de ProGuard jusqu'en... Toujours à la fin, juste avant le release. On a exactement le même souci. Du coup, on l'a activé en debug, ça marche aussi, mais du coup, ça prend un peu de temps. Ça prend trop longtemps, ouais. C'est pour ça, en fait, parfois on laisse la machine Jenkins de tourner avec le ProGuard activé. Mais en quotidien, on ne le fait pas parce que c'est vraiment trop lent. C'est à peu près 7-8 minutes pour Mythic en ce moment. Et du coup, je pense qu'avec R8, ça peut peut-être réduire jusqu'à 2-3 minutes, ce qui est acceptable en quotidien en dev. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je vais savoir si en prod, vous utilisiez du coup ProGuard ou R8 en mode avec les optimisations activées. Oui, Mythic, on l'utilisait avec des optimisations, certaines optimisations, pas tous. Et vous avez des problèmes avec On a presque chaque release un ProGuard qui pète. La dernière fois, c'était Glide qui pète, donc on a mis en tour. Parce qu'on a passé de Glide 3 à 4, donc il y a un warning qui a cassé le release. D'accord, mais il n'y a pas plus de crash Pour l'instant, il n'y a pas plus de crash, mais justement, sur le problème de Bojo, on a eu un souci, c'est qu'il a mangé certains setters et indicateurs dans un Bojo qu'on n'a pas bien gardé. Et du coup, en fait, il y a un des serialisations qui était pété, et l'écran était complètement en mode off. Et on n'a pas rendu compte jusqu'à le testing session qu'on a fait. Ok, merci. Merci. Une petite question sur
le shrink resources, s'il y a possibilité d'appliquer des règles très précises, Oui. Parce que typiquement, des fois, il y a des images des drawable qu'on va avoir et qu'on va récupérer via le get identifier, donc ils ne vont pas être référencés directement. Ouais. Donc si on utilise shrink resources true, Oui. ça va la dégager, du coup savoir s'il y a possibilité pour certains drawable, par exemple certaines ressources, de les protéger de ça. Il y en a ça. En fait, shrink resource, il est fonction par défaut dans le safe mode, c'est-à-dire qu'il est assez tolérant. En fait, c'est un mode strict que tu peux vraiment, dans ton fichier de XML, ajouter des tools égales des annotations pour vraiment protéger des ressources. Donc ça, c'est dans la page de documentation, mais perso, je ne vais pas trop essayer, mais je sais que c'est possible. Après, R8 peut faire potentiellement, dans le podcast que j'ai entendu, c'est que pour l'instant, on ne fait pas l'autre sens, ça veut dire qu'on regardait les codes des ressources qui ne sont pas utilisées dans le code, mais on ne regardait pas les codes qui ne sont pas utilisés dans la ressource. Bref, en fait, R8 travaille sur ça, ça veut dire qu'ils vont éliminer dans deux sens les codes morts. Merci. Merci. À partir du moment où tu lui passes le string qui est défini, regarde quand tu vas te shrinker les ressources, regarde la BGP et va pouvoir savoir. En fait, on est trois. Par contre, si tu mets tout en dynamique, par exemple,